Bonjour à toutes et à tous, chers fans de basket européen. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ficelle Podcast. Avec moi aujourd'hui, Romain. Salut Romain. Bonjour à tous. Et on est également avec un nouveau, c'est Christophe. Salut Christophe. Salut et merci de m'intégrer dans votre équipe. Alors Christophe, brièvement, est-ce que tu pourrais, en tant que passionné, te présenter aux gens sur ce podcast ? Eh bien, voilà, je suis juste un amateur éclairé, un basketteur aussi depuis très longtemps, et je suis fan de basket européen et de basket français. Beaucoup moins fan de basket NBA. Voilà. Ok. Écoutez les gars, on va parler aujourd'hui Euroleague et Eurocup. On va commencer par l'Euroleague et on va parler du top 3 avec notamment le Barça et Real qui sont aux deux premières places. Et également dans ce top 3, l'équipe de l'Olympia Milano. Je voulais votre sentiment par rapport à ce top 3. Est-ce que vous pensez que ces équipes-là, ce top 3 est quasiment intouchable ? Je vais commencer par Romain. Romain, ton avis sur les trois premiers au classement ? Mon avis, c'est que c'est très fort, hein. Quand on regarde, c'est effectif complet, c'est trois immenses coachs européens, Jasikevičius, Pablo Laso et Ettore Messina. C'est des grands joueurs dans les effectifs pour les trois. Bref, c'est armé très clairement pour aller, quoi qu'il arrive, au Final Four pour les trois. Alors après, de temps en temps, évidemment et heureusement, il laisse quand même quelques matchs. Mais quand on regarde la façon dont ça joue et la façon dont c'est armé, c'est énorme. C'est normal que ce soit dans le top 3 pour ces trois équipes, selon moi. Christophe, ton avis sur ce top 3 ? Oh, je pense moi aussi que les trois qu'on trouvera à la fin aux trois premières places, Barcelone et Madrid sont à 20 victoires chacune, et Milan un peu derrière, mais il y a quand même trois matchs gagnés de plus par rapport au quatrième. Et puis surtout, la dynamique actuelle de ces trois équipes, elle est en gros, 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs, ce qui n'est pas le cas pour les équipes qui suivent, hein, Olympiakos et Zénith, donc où le nombre de victoires et de défaites est très équilibré. Donc je pense que ces trois équipes, on les retrouvera aux trois premières places, probablement dans cet ordre. Après avoir vu le match Barcelone-Madrid, j'ai l'impression quand même que Barcelone va finir premier. Milan, un solide troisième aussi avec son excellente défense. Donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques en les laissant aux trois premières places. Écoutez, même avis pour moi les gars. Je pense que ces trois-là sont clairement de potentielles équipes qui peuvent aller au Final Four. Ça fait même peu de doute. Le Barça, ils m'ont impressionné dans leur victoire dans la rivalité face au Real, où ils leur ont mis une correction. J'attendais ce match parce que justement, je me suis dit c'est peut-être un test pour le Barça. J'avais peut-être été plus impressionné dans la régularité, dans la façon d'enchaîner les succès par le Real. Au final, le Barça, je vois des choses qui me plaisent. Il y a Dante Exum qui fait quelques belles perfs, donc ça me fait plaisir. Il y a la Provitola aussi qui sort des matchs. Il a sorti 3 matchs à plus de 20 points, dont 2 face à l'Asvel, sachant qu'il tourne à 46% à 3 points cette saison. Et du côté du Real, on a notre Frenchie, Gershon Yabusele, qui fait une grosse saison. Donc vraiment, ce ne serait pas étonnant de voir ces équipes-là aller jusqu'au titre, même si je ne vais pas me cacher que j'ai une petite préférence pour le club de l'Olympia Milano. Alors Milan, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont Devon Hall et Troy Daniels qui se sont parfaitement intégrés au roster. Donc c'est des apports non négligeables. Il y a Nicolo Melli, j'adore le rôle qu'il a au sein de ce roster. Et puis après, ils ont gardé un noyau dur avec Malcolm Delaney, Shevon Shields, Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Luigi Datome.
C'est une équipe vraiment, je les verrais aller loin dans la compète et pourquoi pas aller chercher le titre cette année. Je ne sais pas si vous voyez Milan aller loin, vous, Christophe? Oui, 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 oui. Alors, c'était déjà très bien l'année dernière, mais effectivement, ils se sont mis à défendre davantage et c'est très régulier. Les responsabilités sont bien partagées. Je voudrais revenir sur. Je suis aussi de ton avis. J'étais impressionné par la victoire de Barcelone sur le Real. J'aurais pas imaginé un tel écart. Un match quasiment à sens unique. C'est très, très étonnant. Une très grosse agressivité des Barcelonais qui voulaient absolument gagner ce match. Je suis très impressionné aussi par la Provitola comme toi. Du coup, ça m'a un petit peu perturbé. Je voyais le Real plus fort cette année. Et sur ce match-là, alors je me demande si le Real a mis toutes ses forces dans ce match, si finalement ça leur va pas bien de rester deuxième. Je sais pas. En tout cas, là sur ce match, c'est vrai que Barcelone a été très très fort, hein. Il n'y avait pas photo. Ok. Romain, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, non, je suis 100% d'accord avec vous sur ce match de folie, le Real Barça, où pareil, j'ai été plus qu'étonné par. J'ai j'ai limite envie de dire limite le non-match en fait du Real. Limite, ils n'avaient pas envie de se battre, c'est l'impression que ça donnait. Alors après, la Provitola, hein, qui leur rentre dedans d'entrée de jeu. Sur ce match-là, qui leur met la tête sous l'eau dès le premier quart-temps à lui tout seul. Je veux dire, voilà, ouais, ça donnait l'impression quand même qu'ils ne voulaient pas trop se battre et qu'ils étaient au-dessus là-dessus. Après, concernant les effectifs, on voit que le Barça a récupéré Nick Calates. Je mets un petit doute sur la suite de la saison. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et surtout, ce qui me fait peur pour le Barça, qui pourrait éventuellement descendre au classement, c'est la blessure longue durée, plus ou moins, de Corey Ouais, Higgins, tout à fait. qui, à mon avis, va quand même pas mal les impacter. Quid de Dante Exum, qui, il me semble, était signé partiellement, il me semble, par rapport à la blessure de Calates. Est-ce qu'il va être prolongé ou est-ce qu'il a signé pour jusqu'à la fin de la saison? J'ai pas réussi à avoir l'info. Après, côté Real, bah, ils ont récupéré pareil, hein, les anciens, eux aussi, de leur côté. Causeur qui fait une super saison, je trouve, qu'on retrouve enfin. Voilà, et puis bah, en effet, hein, le Milan, qui je trouve est super bien coaché. Et en effet, pour moi, c'est grosse défense. Ça joue collectif, chacun connaît le rôle. Rodriguez qui mène ça toujours à la perfection malgré son âge. Enfin, non, non, c'est très solide quoi qu'il arrive pour les trois. Ok. On va parler de l'Olympiakos. Alors, l'Olympiakos, je vais te laisser nous en parler, Romain, parce que tu avais bien vu le truc venir. Et honnêtement, moi, je le dis franchement. Alors, ok, avec le recul, on peut trouver qu'ils ont un roster vraiment qui a de la gueule, avec Lucas, avec des joueurs comme Tyler Dorsey, Thomas Walkup, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce niveau-là. Est-ce que bah, tu peux nous donner tes impressions sur cette équipe de l'Olympiakos, Romain? Ouais, alors tu dis ça parce qu'en effet, sur le précédent podcast, sur celui de lancement de la saison, j'avais mis l'Olympiakos dans mes petits papiers en disant attention, va falloir se méfier. Je dis pas que c'est que grâce à ça, mais je pense que la retraite de Spanoulis a entre guillemets vachement aidé l'équipe. Le fait que Printezis prenne aussi du recul fait aussi que
que je pense que ça aide beaucoup l'Olympiakos. Et puis tout autour, ils ont construit durant l'intersaison une équipe. Les Frenchies qu'on signé de leur côté, Livio Jean-Charles, Mustapha Fall. Ils ont gardé Shaquille Makisic qui est vraiment top. Thomas Walkup aussi qui est arrivé. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est une équipe qui est complète, vraiment plus que poil à gratter. Voilà, Sloukas aussi qui est là, ça joue bien, ça passe bien le ballon. Je suis moyennement, entre guillemets, étonné de tout ça. Alors après, il faudra voir sur les matchs coup près. Mais c'est pour moi une équipe qui est super complète et qui est agréable à avoir joué. Ok, Christophe, toi, t'es étonné du parcours de l'Olympiakos? C'est vrai que oui, en début de saison, je ne les aurais pas mis 4e. Alors là, ça marque un petit peu le pas. Ils sont à 5-5 sur les 10 derniers matchs. Mais effectivement, c'est quand même une très belle saison. Avec pas sans nom clinquant. C'est vraiment pas mal. Je crois que la meilleure évaluation de l'équipe, c'est Vezenkov, pardon, qui joue même à peine 29 minutes. Les temps de jeu sont bien partagés. J'aime beaucoup Thomas Walkup, qui est un joueur qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi Mustapha Fall. C'est un recrutement très intelligent. On a vu qu'en Euroleague, sur certaines séquences, il peut être dominant et changer complètement la défense d'une équipe. Donc voilà, sans oublier bien sûr Tyler Dorsey. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, ils vont se présenter au pas au Final Four, mais au play-off plutôt en bonne position. Arriveront-ils à garder leur 4e place? Voilà. Ça reste à voir. En tout cas, j'ai noté Tyler Dorsey. Alors apparemment, il fait sa meilleure saison, 13,4 points. Et en plus de ça, il est proche du cercle fermé des joueurs qui tournent en 50, 40, 90. J'ai ces stats-là. Apparemment, il est à 51,6% à 2 points. Il est à près de 41% à 3 points et 88,7% au lancer. Donc c'est fort. Hein. C'est fort. Et sachant qu'ils ont toujours Sloukas, oui, qui a sorti une perf énorme contre l'Anadolu Efes. Oui. 23 points, avec 4 sur 10 à 2 points et 4 sur 6 à 3 points, notamment. 3 sur 3 lancés. Il prend également 5 rebonds, 6 passes, et puis le shoot de la gagne, quoi. Donc, tout à fait. C'est une équipe vraiment, moi, j'accroche. Ils iront pas jusqu'au Final Four, je pense pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu la surprise du chef, quoi. Sloukas qui peut faire, à lui tout seul, peut faire exploser une fin de match. Ça fait partie de ce type de joueur qui peut prendre le match à son compte et aussi bien par des passes ou des shoots à 3 points. Enfin, c'est vraiment ce type de joueur qui fait, voilà, c'est une de ses qualités. C'est clair. On va parler des clubs russes, les gars. Et il y a notamment un club qui nous intéresse. Et même 2 clubs, et pas seulement le CSK. C'est le Zénith Saint-Pétersbourg et l'Unix Kazan. Alors, je vais commencer moi à en parler. Hein. Le Zénith, j'avoue que je leur donnais peu de chance au début de la saison. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est une équipe qui a un peu créé un effet de surprise l'an passé. Je me disais là, ils ont perdu Kevin Pangos, qui avait signé en NBA, qui d'ailleurs est revenu en Europe. Ouais. Il a signé au CSK il n'y a pas longtemps. Ils avaient perdu Casey Rivers, qui est parti au Bayern. Will Thomas, qui est parti à Kazan, justement. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu des grosses signatures en contrepartie. Il y a Jordan Lloyd qui est arrivé, il y a Kuzminskas, il y a Shabazz Napier, même si en ce moment je crois qu'il est blessé. Tyson Carter, qui avait fait sensation à l'Avrio. Alex Poitres est toujours là. Et puis il y a toujours Xavi Pascual au coaching. Et je reconnais que même en ayant perdu une bonne partie des joueurs majeurs qui faisaient l'effectif l'an passé,
Ben, ils me bluffent. Ils me bluffent. Ils sont toujours à un gros niveau. Est-ce que c'est pas une équipe un peu poil à gratter? Je me pose la question. Je me dis que ils pourraient gêner pas mal de grosses équipes. Et sinon, en ce qui concerne Kazan, là, c'est un peu plus flou pour moi. Kazan, j'ai l'impression qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Alors, il y a des victoires face à des gros, quelquefois. Il y a eu une victoire au Real, face à Milan, au CSK. Ils ont même tapé l'Anadolu et le Barça. Mais il y a eu des défaites face à des équipes moins bien classées, hein, que ce soit l'Étoile Rouge, l'Alba Berlin, ils se sont pris carrément une correction. Ils ont perdu aussi face à l'Asvel. C'est quand même une équipe qui a le meilleur passeur avec Lorenzo Brown et intercepteur aussi avec John Brown. Donc c'est la meilleure équipe aux interceptions, plus de ça. Mais je l'ai malheureusement, j'aurais peur qu'ils sortent du top 8. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Et le CSK, ça reste costaud niveau roster, mais c'est pas le CSK le plus fort qu'on ait connu. Alors ok, il y a Clyburn, il y a Tornik Shengelia, il y a Shved cette année, il y a Grigonis, Daniel Hackett est toujours là, il y a Milutinov in the paint. Mais on va pas se le cacher, voilà, le budget a été revu à la baisse et là aussi, ils sont capables de gagner contre des équipes plus faibles. Ils ont gagné 2 fois contre l'Alba Berlin notamment, mais quelques fois ils perdent face à des grosses teams et moi c'est ça qui m'inquiète de voir qu'ils ont notamment perdu 2 fois contre Milan et également un match face au Real et au Barça. Je voulais ton opinion, Christophe, voilà, sur les clubs russes cette saison. Ben, il y en a quand même 3 dans les 8 premiers hein, pour l'instant. Les 3 clubs russes sont dans les 8 premiers. De ce point de vue-là, Kazan a remplacé avantageusement le Khimki. Effectivement, Kazan, là, ça marque un petit peu le pas, mais c'est une surprise. Hein. C'est clairement une surprise. On ne les aurait pas forcément vus aussi bien. Ils étaient 2-3 places plus haut il y a quelques semaines. Effectivement, c'est une équipe qui est la première à l'interception. Voilà, pour moi, c'est quand même. Je suis assez surpris. Ensuite, le Zénith, alors c'est finalement dans la continuité de l'année dernière, le Zénith. Je crois qu'ils doivent beaucoup à leur coach qui tire le meilleur de ses joueurs. C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire depuis 2 ans, ce coach, dans cette équipe. J'aime beaucoup cette façon de tirer le meilleur parti de son équipe. Alors moi, je crois beaucoup au retour du CSK. Voilà. Ils sont 6e pour l'instant. Le recrutement, j'attends beaucoup du recrutement de Kevin Pangos. J'ai l'impression qu'il manquait effectivement un meneur. Et Pangos faisait tellement de choses l'année dernière au Zénith qu'ils ont eu du flair encore Moscou sur ce recrutement. Budget à la baisse peut-être, mais en tout cas, on va chercher un très bon joueur. Quelqu'un qui a montré de fortes choses l'année dernière et qui était parti en NBA. Donc, le CSKA Moscou avec Kevin Pangos à la main, j'ai hâte de voir ça. Je les vois remonter, voilà. Et en tout cas, valider leur place dans les 8 premières équipes. Mais félicitations au club russe, en tout cas, 3 dans les 8 premiers, c'est pas mal. Alors, juste pour finir, on aimerait quand même que Kazan, s'il devait marquer un petit peu le pas, ça nous dérangerait à moitié, puisque ça permettrait peut-être de laisser une chance à Monaco d'être en Euroleague l'année prochaine. Voilà. Et toi, Romain, ton avis sur les clubs russes? Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Après, gros moyens, grosses équipes et donc gros joueurs. Donc forcément, les résultats vont avec. Je trouve quand même que ça joue un peu plus collectif côté Zénith par rapport au CSK et à Kazan, donc côté Zénith avec Jordan Lloyd et Billy Baron. Pour moi, je trouve que ça fait un peu plus de passes, un peu moins de 1 contre 1 par rapport à Kazan, où je trouve que c'est un peu plus individuel. Après, Kazan, il y a quand même quelques noms qui fait que faut les prendre quand même plus qu'au sérieux, parce que quand on va gagner de plus 21
au CSK, ça parle. Mais ils se sûr. sont pris une rouste face à Alba Berlin. Tu vois, moi, c'est ça qui m'inquiète. Exactement. C'est ça qui est bizarre, c'est que d'un coup, ça peut sortir des matchs de folie contre des gros, et puis s'écrouler, façon de parler, face à des tout petits. Donc c'est un peu trop de montagne russe, si je peux me permettre, pour moi. Après, le CSK, je pense que voilà, ils vont remonter tranquillement. Ça va finir dans les 6 premiers, voire un peu plus. Et puis, ça va faire des gros matchs par rapport aux 3 premiers qu'on parlait tout à l'heure. Milutinov qui revient enfin, la signature de Pangos côté CSK. Tout le monde est là. Voilà, je ne suis pas inquiet par rapport à d'autres pour le CSK. Si Milutinov peut finir la saison sans Oui, repasser par voilà, la case aussi. infirmerie, je pense que ça sera chouette, hein, parce qu'il est quand même dominant. Hein. Et puis à l'intérieur, ça ferait court, hein, même si Voigtman, Korbanov, Shengaila ou Antonov seraient là, c'est pas Milutinov à l'intérieur, c'est sûr. Mais voilà, Shved aussi qui est arrivé. Hein. Mm. Merci le Kimki. Voilà, ça fait encore des armes de plus aux extérieurs et à la main. Il y a quand même un sacré effectif dans cette équipe. Il y a Ouais. des noms. Et d'ailleurs, tu parlais de budget, Romain. Là, j'ai sous les yeux une liste des budgets qui a été publiée par un site qui s'appelle Basket News. Mhm. Les clubs russes, c'est pas mal, hein, c'est assez équilibré entre budget et masse salariale même. Alors voilà, le CSK, ça serait 33 millions de budget pour 22 millions d'euros de masse salariale. Le Zénith, 23 millions d'euros de budget pour 12 millions d'euros de masse salariale. Et l'Unix Kazan, ça serait 15 millions d'euros pour à peu près 6,5 millions de masse salariale. Sachant qu'en Russie, c'est pas la même fiscalité, donc c'est des gros budgets quand même. Puis Et c'est pas les encore, mêmes mécènes non plus. ouais, mais l'Unix, je me demande s'ils n'avaient pas plus avant quand ils étaient en Eurocup. Ils n'avaient pas 20 millions avant. Peut-être. Alors, tu fais bien d'employer le conditionnel parce que je pense que voilà, en Russie, ce qu'on déclare et la réalité, bon, oui, voilà. Le budget du CSKA Moscou, ça a toujours été, ça a toujours prêté le fantasme parce que voilà, entre ce qu'ils annonçaient et la réalité, des fois ça collait pas en fait. Voilà. Donc c'est pas Ok. évident. C'est pas. On va parler d'autres clubs avec des gros budgets, les gars. On va parler des clubs turcs, Ouais. et notamment le Fenerbahçe, qui d'ailleurs vient de dépasser la barre du million de followers sur Twitter, et de l'Anadolu Efes. Alors, je voulais votre avis voilà, sur les clubs turcs. Le Fener est en mode remontada comme la saison passée, apparemment, Christophe. Ah oui, tout à fait, oui. Et c'est d'autant plus étonnant que ils ont perdu sur blessure presque leurs deux icônes, c'est-à-dire Nando De Colo et Yann Vezeli. Moi, quand je les ai vus se blesser, je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini pour le Fener, quoi. Et ce qui a suivi est impressionnant, en fait. Hein. Donc, c'est une vraie remontada. Ils sont à 9-1 sur les 10 derniers matchs. Il y avait d'autres blessés aussi dans cette équipe, Bartel notamment. Pierre Henry a bien pris le relais. Et Deschon Pierre et Guduric. Donc, ce sont des joueurs qu'on voyait un tout petit peu moins quand Nando et Vezeli étaient sur le terrain. Mais finalement, ça marche très bien. Et félicitations à Djordjevic qui a mis un petit peu de temps à prendre l'équipe en main. Mais là, c'est très bien. Les fesses, je les vois pas ne pas être dans les 8, quoi. Ça serait vraiment étonnant. Ils sont 9e pour l'instant. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vois bien l'Anadolu Efes prendre la place de Kazan dans les semaines qui viennent dans le top 8.
l'effectif est pas moins fort que l'année dernière. Alors ils sont un petit peu plus attendus. Micic est on connaît un petit peu plus son talent, mais voilà, encore une bonne saison d'Adrien Moerman. Beaubois est peut-être un petit peu moins bien que l'année dernière, quoique, mais ça peut venir de partout dans cette équipe. Et voilà. Attention à Shane Larkin qui a des stats impressionnantes. Donc, je n'imagine pas les Fesses Istanbul ne pas être dans les 8. Ça serait vraiment la déception de l'année. Alors, pour ma part, avant de laisser la parole à Romain, c'est vrai que l'Anadolu Efes, je le disais dans le précédent podcast, le souci, c'est que j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient du mal à assumer leur statut de favori. Est-ce qu'il y a trop de pression? Je ne sais pas. Alors, Micic est toujours en mode superstar, ça, il n'y a pas de doute. Il y a Rodrigue Beaubois qui fait toujours des perfs. Mais là, apparemment, il y a une fuite où on aurait dit que Shane Larkin aurait déjà donné son accord verbal au Real de Madrid pour la saison prochaine. Est-ce que ça risque pas un peu de, entre guillemets, semer la zizanie au sein du groupe? Parce qu'on sait que c'est jamais bon en pleine saison de savoir qu'un joueur va aller ailleurs et que ça peut bousculer un peu une alchimie. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, là où je suis plus étonné, j'ai l'impression que Chris Singleton, après avoir regardé ses stats, est moins présent quand même au niveau statistique. Il a moins de temps de jeu même. Il tourne à 17 minutes cette saison, alors qu'il y a un an, il était à 22 minutes. Et en 2019-2020, avant l'arrêt de la saison à cause de la crise sanitaire, il était à 25 minutes. Et puis il y a Elijah Bryant, j'ai l'impression que par rapport aux attentes, je m'attendais à mieux quand même. Mais je vais laisser la parole à Romain. C'est quoi ton avis sur les clubs turcs cette saison en Euroleague? Alors, j'ai deux sentiments différents sur les deux équipes. Je vais commencer par le Fener. Moi, pour le Fener, clairement, j'ai peur. J'ai peur pour eux. Même s'ils sont sur 9-1, le fait que De Colo a été blessé, un peu de Covid, et eux aussi en difficulté cette année parce que l'âge aussi fait que, et malheureusement pour l'équipe de France, il va falloir se faire une raison que malheureusement c'est bientôt terminé, fait que c'est compliqué. Quand on voit devant comment ça joue, le fait qu'il y ait eu pas mal de bouleversements, ce qui n'était pas l'habitude de Fenerbahçe sur ces dernières années, fait que pour moi, le Fenerbahçe, je les mettrais un petit peu en dessous. Après, ça peut faire le boulot. Il y a des très bons joueurs, Guduric, De Colo, Pierre-Henry, qui en effet a fait plus que le job. Mamoutoglou qui peut shooter d'un peu n'importe où. Le fait aussi, je confirme pour moi que Vesely ait aussi été blessé pendant longtemps et que ça a été hyper compliqué. J'ai l'impression que c'est Polonara qui tient lui tout seul la raquette à bout de bras. Voilà, je trouve que c'est trop léger pour finir dans le top 8 sur les matchs qui restent et éventuellement d'aller plus loin pour le Fener. Pour les Fesses, la différence c'est qu'ils ont gardé tout le monde. C'est exactement la même équipe. Maintenant, après, un jour, ça va jouer à la perfection. Ça glisse tout seul. Et puis le lendemain, c'est plus de son, plus d'image, blackout total et on explose en vol. Le fait de l'histoire de Shane Larkin qui est sortie dans la presse ces derniers jours avec son histoire du Real Madrid, je suis pas sûr que ça soit positif pour eux, quoique il aura envie de dire attention, j'ai peut-être signé mais je suis encore avec vous pour la fin de saison. Donc je sais pas, il y a quelque chose à l'Anadolu qui fait aussi que c'est différent par rapport à l'année dernière. Mais ils seront toujours présents. Hein. C'est la troisième meilleure attaque des 9 premiers. Par contre, c'est une des pires défenses. Bon,
Voilà, ça peut être tout ou rien avec les fesses, mais je crois plus en les fesses pour moi que le Fener. À ne pas oublier quand même le départ de Sanli à Barcelone. Certes, Stanley, ouais. Ouais, Ah oui, très j'ai bon oublié, ouais. joueur. Bon joueur, Ouais, et je crois que très bon c'est joueur. bien vu de Jasikevicius de l'avoir recruté. Ah, il l'a senti, ouais. Ouais, très bien. Et juste pour dire que l'Efes doit, parmi ses 9 derniers matchs, je crois, doit jouer le Fener, Monaco, le Real et Milan. Donc la route vers le top 8, il va falloir, voilà, se Cravacher. battre. Ouais. On va parler, les gars, maintenant de 3 équipes qui sont, on va dire, potentiellement qualifiables pour les playoffs. C'est le Bayern Munich, Monaco et le Maccabi Tel Aviv. Alors, je voulais savoir, est-ce que pour l'une de ces 3 équipes, ça passe ou ça casse? Je vais demander son avis à Romain. Voilà, est-ce que tu penses que Monaco, par exemple, peut se qualifier en playoff? Je pense qu'ils peuvent se qualifier en play-off, puisqu'au final, ils sont pas loin du top 8. Maintenant, ça risque d'être compliqué parce qu'au final, ça va dépendre des autres devant, en fait. Et comme c'est très serré, à voir. Maintenant, il y a eu pas mal de chamboulements durant la saison, donc je suis pas sûr que ça les a aidés non plus, que ce soit en Jeep Elite ou en Euroleague. Le repositionnement de Mike James en tant que meneur, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, Maintenant, vu que c'est serré, j'ai l'impression que ça risque d'être quand même un peu court pour Monaco quand même. Malheureusement, voilà, je suis pas sûr qu'ils arriveront à rester en Euroleague pour la saison prochaine. Ben, juste pour info, j'ai regardé le calendrier. Ils vont quand même Ouais. affronter sur les derniers matchs le Fener, le Barça, l'Anadolu Efes, le CSKA Moscou, Olympiakos. C'est Bon, du délire. ils auront Vitoria, ça Ouais. peut encore aller. Ils vont avoir Milan et l'Alba Berlin à la fin. Là aussi, ça, c'est jouable, mais les En autres gros, c'est équipes. 4 matchs, quoi. 4 matchs qui peuvent gagner potentiellement à coup sûr, entre guillemets, et puis après les autres sur d'éventuels exploits. Donc, non, je pense que ça va être quand même compliqué pour Monaco. Surtout qu'ils sont capables de passer à côté, voilà, quand on dit qu'ils sont capables qu'ils devraient gagner certains matchs, on les a vus quand même perdre contre, je crois, Kaunas, là. Cette défaite, elle fait mal quand même, hein. Et alors, concernant leur calendrier, ils vont au Barça, au CSKA et à Milan. Donc, outre le Fener, Efes et Olympiakos, alors ils ont la faculté d'aller gagner des matchs à l'extérieur, mais s'ils y arrivent, bravo à eux, hein. Ça aura été une sacrée remontada. Je n'y croyais pas trop, moi, à ce que la mayonnaise prenne avec Obradovic. Non pas que je n'ai pas confiance en ce coach, mais euh, les attaquants, les attaquants que sont les joueurs de Monaco, je les voyais. Enfin, si on se disait que ça marchait pas avec Zvezdan Mitrovic, on avait du mal à croire que quelqu'un encore plus porté vers la défense que Obradovic, ça allait marcher. Et finalement, eh bien, ça marche. Je pense que certaines personnes, certains joueurs dans cette équipe ont mis un petit peu de côté leur ego, ou en tout cas arrivent à le mettre de côté de temps en temps, pas tout le temps. Voilà. On aimerait que ça passe, ça sera dur quand même. Le calendrier pour le Bayern est pas mal non plus, hein. Olympiakos, Kazan, Fener, Milan, Zénith, Efes, Madrid, c'est monstrueux. Donc voilà, peut-être finalement parmi ces trois-là, le Maccabi. Euh, Maccabi qui, un petit peu comme Monaco, compte beaucoup sur un attaquant ultra fort, la personne de Wilbekin. Voilà, ça sera difficile. Ça sera difficile Ben, pour ces trois équipes quand même d'aller. figure-toi, figure-toi que j'aurais tendance à penser que le Maccabi peut peut-être intégrer le top 8. Alors c'est vrai que c'est une saison mouvementée. Ioannis Sfairopoulos vient de se faire virer.
Est-ce que ça peut créer une réaction? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'ils retombent souvent dans leur travers. C'est un peu le Scotty Wilbekin show à certains moments. Et pourtant, ils ont le roster, hein. Ils ont Jalen Reynolds, ils ont Ante Zizic. En plus de Wilbekin, voilà, je viens d'en parler. Ils ont quand même un gros roster. Donc honnêtement, je me dis que c'est possible. Après, il faut jouer mieux que ça. Mais ils ont bien battu des grosses teams durant la saison. Ils ont tapé le CSK, Olympiakos, le Barça. Donc honnêtement, j'aurais tendance à y croire. Après le Bayern, j'ai l'impression que d'un côté, là où je suis pas surpris, je les avais trouvés un peu inconstants, moi, la saison précédente. Je trouve que par rapport à la saison précédente, justement, ça manque un peu d'âme parce que Jalen Reynolds, je viens d'en parler, est parti au Maccabi. Et puis il y a aussi le départ de Wade Baldwin. Et puis on a Paul Zipser qui a dû être opéré d'une tumeur cérébrale dernièrement. Donc le temps qu'il revienne, ça va être compliqué de se qualifier pour le Bayern. Je ne sais pas pour toi, Romain, mais Moi, pour le Bayern, je pense aussi malheureusement, et pourtant j'aime bien parce que ça joue très très bien, je trouve, au basket ensemble. Ça joue collectif, c'est super bien coaché. Les joueurs sont là pour jouer ensemble aussi. Il y en a pas un qui est là pour jouer plus que l'autre, hein. Enfin, plus que l'autre. Disons que d'attirer l'attention sur lui plutôt. Voilà, Lucic, Zipser, Darren Millard, Wellerbab, voilà, tout ça, j'aime beaucoup. Malheureusement, je pense que ça va être un peu court pour pouvoir intégrer le top 8 pour le Bayern. Et en revanche, pour le Maccabi, bah, moi, je les avais mis dans un petit peu le flop sur le précédent podcast. Et finalement, je ne suis pas si étonné que ça, que malheureusement, pour lui, le coach lui a demandé gentiment de partir. Ça joue mal, c'est beaucoup de 1 contre 1. Et pour moi, Will Buckin a beaucoup trop le ballon, beaucoup trop de 1 contre 1 en fin de possession, des shoots un peu compliqués à 3 points à 9 mètres. Bon, alors des fois, dans les 3 dernières minutes, il va te mettre un 3 points à 15 mètres, ça rentre dedans, là, ça allait en folie. Mais pour moi, j'y croyais pas avant et j'y crois toujours pas pour les playoffs à l'heure actuelle pour le Maccabi pour moi, quoi. Voilà, sur les trois, si j'en ai à choisir un entre le Maccabi Monaco et le Bayern, je mettrais peut-être légèrement au-dessus, voire quasiment à égalité de Monaco et le Bayern, mais pour moi, c'est sûr, le Maccabi n'y sera pas. ok. Moi, pour conclure sur le top 8, je pense de toute façon qu'on l'a quasiment, le top 8. Je vois rentrer l'Anadolu à la place de Kazan. Voilà. Si je devais parier, je parierais sur ces 8-là, en fait. Ok. Bah écoutez, les gars, on va passer à l'Eurocup. Alors avant, je ne sais pas si vous vouliez avoir un mot sur les équipes de bas de classement. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise, mais Étoile Rouge, Asvel, Alba Berlin, Vitoria, Pana et Zalgiris Kaunas, ça devrait pas bouger, je pense pas. Alors, ça va être switché entre eux, mais au final, c'est plutôt logique. Je pense que pour Kaunas, la blessure de notre Frenchie a fait beaucoup de mal, même si voilà, l'effectif est beaucoup moindre. Et puis bon, le Pana, hein, malheureusement, c'est la descente aux enfers qui continue qui a été amorcée depuis quelques temps. Et Baskonia, pareil, voilà, ça devrait pas bouger de leur côté, même si je suis très déçu que Baldwin soit parti du Bayern, parce que je pense que ça aurait pu aider beaucoup le Bayern, mais il y a eu trop de choses durant la saison qui fait que voilà, Baskonia, pareil, ça devrait pas changer. Je pense qu'ils vont juste s'échanger les places et c'est tout.
Ok. Triste pour l'infirmerie de l'Asvel après la blessure de Lighty, celle de Kobo. C'est bien dommageable. Aussi, C'est une ouais. équipe qui a du mal à se passer quand même de joueurs de cet acabit, surtout après ce qu'a montré au Kobo au début de saison. Voilà. À noter la bonne arrivée de Marcos Knight, qui visiblement a le niveau pour l'Euroleague. Peut-être qu'à Monaco ils en doutaient, mais visiblement c'est un plaisir de voir jouer ce joueur. Je pense que c'est un joueur qui aurait plu à Obradovic. Son implication défensive aurait plu, je pense, à Obradovic. D'ailleurs, petite remarque aussi, je pense qu'un Mathias Le Sort aurait bien plu à Obradovic, vu le chantier qu'il fait aux Partisans. Donc voilà. Un petit peu déçu de Zetowski et de Youssouf Afal, mais bon, la saison n'est pas terminée. William Howard aussi est un petit peu rentré dans le rang. On espère qu'on va le voir un petit peu plus en fin de saison. Il était blessé aussi. Donc, question blessure, l'Asvel n'est pas épargné. Ok. Écoutez, les gars, on passe à l'Eurocup. Alors, en Eurocup, on a les clubs du championnat d'Espagne qui sont en force, hein, j'ai envie de dire. Hein. Badalone qui est en tête de son groupe avec 11 victoires, 2 défaites. Gran Canaria en tête du groupe B également avec 9 victoires, 4 défaites. Et juste derrière, Valencia avec 9 victoires et 4 défaites. Est-ce que c'est pas la saison des clubs espagnols encore cette année, hein? Je pense que ça fait peu de doute, mais quel est ton avis, Romain, là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que le basket espagnol, de manière générale, quand on regarde le championnat, donc en mix, les équipes d'Eurocup, de BCL et d'Euroleague, on se rend compte que c'est un niveau qui est énorme, qui est monstrueux pour un championnat national. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur championnat européen. Des grosses équipes, des matchs de folie. Donc, je suis moyennement étonné le fait que quand Canaria et Valence sont à égalité dans un groupe et que Badalone domine l'autre. Je serais peut-être plus étonné par d'autres équipes en dehors des Espagnols qui sont un petit peu en dessous et que j'attendais beaucoup plus haut. Mais pour les Espagnols, pour moi, je ne suis pas étonné en fait. Hein. J'ai limite envie de dire logique, hein, quasiment, par rapport à tout ça, par rapport aux effectifs et la façon de jouer des clubs espagnols de manière générale. Christophe, je pense que t'es pas surpris également pour ta part. Non. Dans la poule A, Badalone est vraiment bien parti pour terminer premier. Ils sont sur une très bonne série, ils sont à 9-1. Équipe, j'ai l'impression, qui est assez forte à 3 points. Je les ai vus un petit peu jouer. J'ai l'impression que c'est une équipe très à droite. Le ballon circule bien. Et alors, imaginez Badalone en Euroleague l'année prochaine, ça nous rappellerait les belles années de ce club. Et ça serait assez sympa. Dans l'autre poule, voilà, les 2 premières places trustées par deux équipes espagnoles aussi, Gran Canaria et Valence. Valence qui compte quand même pas mal de joueurs qui ont connu l'Euroleague. Voilà. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a des équipes, deux équipes, une équipe italienne et une équipe serbe qu'on aurait vu bien plus haut dans les classements, en tout cas dominer. Je pense qu'on va en reparler. Dominer l'Eurocup, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà. Bravo encore au basket espagnol qui confirme que c'est évidemment le meilleur championnat européen et de loin. Alors, pour ma part, rien à ajouter de plus. Vous avez tout dit, les gars. Juste quelques stats. Hein. Valencia, c'est la meilleure équipe au rebond de la compète, et notamment au rebond offensif. C'est la deuxième équipe qui score le plus, avec plus de 86 points. La troisième équipe au pass, et c'est la troisième équipe aux 3 points, et ils sont quatrième à l'éval en plus. Donc c'est costaud. Et sinon, on a un quatrième club du championnat d'Espagne, c'est Andorre, mais là, ça paraît quand même moins balèze.
Sachant qu'en Ligue Andesa, ils sont 14e, avec 7 victoires et 13 défaites. Donc, c'est probablement pas une surprise, hein, mais ça reste quand même costaud, les clubs de Liga ACB cette année dans les différentes compétitions européennes. On va parler de deux équipes qui sont considérées comme favorites, ou en tout cas qui l'étaient en début de saison. C'est le Partizan Belgrade et la Virtus Bologne. Christophe, qu'est-ce que tu penses de la saison de ces deux équipes qui sont considérées comme favorites, ou en tout cas l'été avant le début de la saison d'Eurocup? Bon, le Partizan est deuxième de la poule 1 d'Eurocup, donc finalement ils sont un peu dans les clous, même si on aurait les aurait peut-être vus à la première place, mais on fait confiance à Obradovic pour faire défendre son équipe, encore une fois. À noter, je le disais tout à l'heure, l'arrivée de Mathias Le Sort qui, sur ses premiers matchs, fait des stats incroyables. Donc, je crois qu'il est arrivé en joker médical, si je me trompe pas. Je sais pas comment ça se passe, mais je serais pas étonné qu'il le garde. Et moi, je le garderais. La déception, c'est quand même Bologne, qui a un effectif quand même, un effectif quasiment d'Euroleague, hein. On l'a dit. Alors là, ils sont sur la blessure de mon joueur préféré, dont j'ai oublié le nom. Teodosic, voilà, Milos Teodosic, qui était, je crois, la meilleure évaluation de l'équipe, qui est le maître à jouer de cette équipe, qui quelquefois parle à la place de Scariolo sur le banc. Enfin, c'est vraiment un joueur incroyable. Il est blessé bêtement parce qu'il a glissé sur une inscription sur un terrain. Donc c'est complètement stupide. Alors dans cette équipe, il y a Bellinelli. Ils ont recruté Magnon qui vient de NBA. Deux Français qui marchent très bien, Mam Jaité, qui a évidemment le niveau pour le top niveau de l'Eurocup, et Isaiah Cordigné qui, moi, me surprend. Je ne le voyais pas aussi rapidement, aussi efficace. Donc c'est une équipe un petit peu française, donc c'est agréable aussi à regarder. Malheureusement, pour l'instant, les résultats sont mitigés. Je crois qu'ils sont au niveau de la dynamique équilibrés, quoi, 6-6, quelque chose comme ça. Ah non, même pas, ils sont à 4-6. Donc ils sont à 4 victoires pour 6 défaites. Donc voilà. C'est un petit peu étonnant. C'est un petit peu étonnant. 6 victoires, 6 défaites, ils sont à l'équilibre. Ok, j'étais sur les. Oui, mais j'étais sur les 10 derniers matchs, pardon. Oui, effectivement, ils sont à 6-6 et à 4-6 sur la dynamique des 10 derniers matchs. Donc voilà. Donc tout est là pour faire une équipe qui va dominer l'Eurocup dans tous les postes, avec un entraîneur on ne peut plus expérimenté. Mais pour l'instant, ça ne prend pas. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je le dis honnêtement, quelquefois je me pose la question, je me dis est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance quelque part? Il y a eu la saison 2019-2020, ben c'est le truc con, quoi. Il y a eu la crise sanitaire derrière, donc on s'y attendait pas et ils ont annulé la saison, alors qu'eux, ils étaient clairement prêts à aller chercher ce titre en Eurocup. Il y a eu la saison d'après où là, ils ont pu en quelque sorte prendre une revanche sur le destin et aller jusqu'en finale chercher le titre. Là, ils trébuchent dans les 2 derniers matchs qu'il ne faut pas perdre face à Kazan. Et c'est vrai que là, cette saison, ça a été compliqué, notamment par rapport aux blessures. Il y a eu Nico Magnon en début de saison. Je crois que c'est suite à une intoxication alimentaire, un truc comme ça. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, il y a très affaibli. Effectivement. Il y a Kevin Hervé qui en ce moment était blessé également. Il y a Teodosic, voilà, la blessure un peu bête, comme tu as dit, il a glissé sur une pub, un autocollant sur un terrain. Alors ok, il y a nos Frenchies, Isaiah Cordigné et Mohamedou Diaité. Eux, ça me fait plaisir de les voir performer avec cette équipe. Mais c'est vrai que on s'attendrait à mieux. Alors après, il y a eu un changement de coach avec Scariolo.
je me faisais pas d'illusions sur le sort de Djordjevic parce que l'an passé, il y a une fuite qui disait qu'ils allaient pas le garder. Au final, ça a fait un peu du buzz. Ça n'a pas eu d'incidence sur la saison en soi-même, mais ça fait beaucoup parler, quoi. Mais franchement, la Virtus Bologne, je me dis, c'est peut-être un peu bête de se dire ça, c'est peut-être parce que j'ai été traumatisé par ce qui leur est arrivé la saison précédente avec voilà, cette défaite ces deux défaites face à Kazan en demi. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux pour eux justement de faire une saison même en galérant un peu, sachant que là, ils prennent les 8 premiers de chaque groupe. Et au final, est-ce qu'ils pourraient pas nous surprendre en phase finale? Alors ça reste à voir. Je me dis que s'ils récupèrent tous les blessés et qu'ensuite, il y a une alchimie qui se crée, ils arrivent à trouver leurs automatismes, ils arrivent à jouer ensemble, je me dis que ça peut le faire. Mais c'est vrai que ça pourrait clairement être mieux, sachant que là, j'ai noté, hein, il reste sur 3 défaites de suite sur les derniers matchs, dont 4 défaites sur les 5 derniers. Donc attention, mais à surveiller. Je vais demander à Romain ton avis sur le Partizan et la Virtus Bologne. Moi, je trouve que les deux, entre guillemets, galèrent pas mal. Galèrent pas mal. Alors, je pense que le facteur blessure rentre dans l'eau pour la Virtus. Je pense qu'après, le niveau de la poule A, et j'ai l'impression un petit peu plus élevé peut-être que la poule B, et encore, si on regarde bien, pas tant que ça. Moi, je trouve que ça fait trop de défaites pour les deux, pour l'un et l'autre. Je pense que la blessure de Teodosic, clairement, hein, ça a mis dedans pour la Virtus, hein. Ce qui fait qu'ils payent bien leurs résultats. Concernant la Virtus, je m'attendais à beaucoup mieux de Nico Magnon. Après, je pense que l'adaptation basket NBA, basket européen, comme beaucoup d'autres avant et plus tard, c'est plus difficile. Je suis ton avis parce que je me permets, je suis ton avis parce que je l'avais vu sur les fenêtres internationales cet été là pour la qualification de l'Italie, et j'avais été impressionné par l'abattage physique de ce joueur, et je me disais que c'était très très fort, ouais. Ouais. Et je suis du même avis que toi. Je m'attendais à ce qu'il soit sur cette ligne-là, et puis on se rend compte que c'est un petit peu compliqué. Heureusement, Mam Jaité et Cordigné s'éclatent, et tant mieux, ça fait plaisir à voir. Comme Mathias Le Sort, qui s'éclate lui de son côté. Côté partisan. J'avais mis en joueur à suivre Yam Madar dans le précédent podcast. Je trouve que son évolution au sein de l'équipe avec ce coach immense qui est Obradovic l'aide beaucoup. Voilà. Alors après, c'est que de la phase de poule. À voir après, par contre, au moment où il va falloir passer aux phases finales, les autres équipes seront prêtes aussi, hein. Donc il va falloir vraiment se méfier pour ces deux-là qui, en effet, on les voit aller en finale tous les deux, et forcément en Euroleague l'année prochaine. Donc attention à eux, il va falloir être sérieux et pas trop en lâcher d'ici la fin de saison. Oui, et surtout si il y a Kazan ou Monaco qui terminent dans les 8 premiers, si je ne me trompe pas, il y aura donc qu'un ticket de montée. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Pas mal la prestation de Boulogne, hein, 4e de la poule A, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on aura 2 équipes françaises dans les playoffs, puisque je pense que Bourg-Brest va réussir à attraper une des 8 premières places. Donc même si leur saison de Eurocup est un peu décevante, j'imagine qu'ils vont finir dans les 8 premiers quand même. Eh ben écoute, sans transition, voilà, hein, tu viens d'enchaîner Christophe, on va parler des clubs français.
T'en penses quoi, Romain, toi, du parcours de la GL Bourg-en-Bresse et des Metropolitans? Euh, alors, moi, pour Bourg, je trouve que ça va être, c'est un petit peu court pour eux au niveau de l'effectif, au niveau des matchs. Malheureusement pour eux, je pense que ça va être compliqué. Alors, ça va pas jouer à grand-chose, hein, parce qu'on voit bien que sur la poule B, ça se joue à très peu de choses entre le 10e et le 6e. À voir s'ils sont sérieux, je pense qu'ils devraient arriver en effet à avoir une petite place en play-off et puis voilà. Après, les métropolitains, que ça soit en VIP Elite, pour moi, hein, je parle, et du coup en Eurocup, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Clairement pour eux. L'effectif est là évidemment, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Je vais être franc. Je les voyais haut de tableau, mais peut-être pas premier de BetClick par chez nous. Et puis très bien placé en Eurocup. Je pense que ils se font déjà plus que respecter. Je pense qu'il va falloir faire attention à eux et on n'est peut-être pas à l'abri d'une super surprise à la fin de la saison en Eurocup les concernant. Donc voilà, forcément Boulogne plus haut, un petit peu en dessous Bourg. Bon, c'est plutôt pas mal. Si les deux équipes pourraient finir dans les playoffs, ça ferait du bien et ce serait pas mal pour le basket français, ça c'est sûr. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que la GL Bourg-en-Bresse, j'avais un peu du mal à y croire parce que je me suis dit, ils vont être limités niveau roster, un peu comme le Prometheas Patras, qui est d'ailleurs dernier du groupe. Mais je trouve qu'ils se débrouillent plutôt pas mal sur les derniers matchs qu'ils ont joués. Ils ont gagné face à Gran Canaria, Ouais, quand même, c'est pas rien. très beau match. Face au CD Vita Olympia, face à Venise. Ils ont même perdu d'un seul point face à la Virtus Bologne. Sachant qu'ils ont Rachid Souleymane, qui est un joueur qui peut prendre feu à tout moment. Il claque 25 points contre Valencia, 24 contre Ulm, 21 dans le match gagné face à Gran Canaria. Ils sont dans un groupe pas simple, on va pas se le cacher, hein. C'est le groupe où tu as beaucoup de grosses équipes. Tu as Gran Canaria, tu as Valence, tu as Budućnost, la Virtus Bologne. Mais j'ai regardé le calendrier. Sur les derniers matchs, il y a au moins 2 matchs à aller prendre. Ouais. Contre Bursaspor, justement, qui est dans les derniers, au coude à coude. Et contre Ulm. Donc on verra ce que ça donne. Et les Métropolitanes, ils font une saison pas si mal, hein. 8 victoires, 5 défaites. Ils sont 4e du groupe A. Ils sont à 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Et je pense que là, ça fait peu de doute s'ils seront dans les 8 premiers parce que le club polonais du Śląsk Wrocław, ils sont à 2-10, 2 victoires, 10 défaites. Et Trento, ils sont à 1 victoire, 12 défaites. Donc ces deux clubs-là sont clairement largués au classement. Donc les Métropolitanes vont se qualifier sans trop de problèmes. Et puis ils ont un Will Cummings qui est absolument énormissime. 17,7 points, Ouais. 3,5 rebonds, 5 passes de moyenne pour 21 dévals. Le mec est incroyable. Je pense que tu es du même avis, Christophe. Oui, tout à fait. Alors moi, je voyais quand même un petit peu mieux Bourg-en-Bresse cette année, aussi bien en championnat de France qu'en Eurocup. Enfin, effectivement, le roster est plus limité, mais je voyais pas galérer autant pour aller chercher les 8 premières places là. Et puis, je les voyais pas 9e là actuellement de Betclic Elite. Donc, bon, je suis un petit peu déçu quand on voit ce qu'a réussi à faire le Niam avec Dijon l'année dernière. Je m'attendais un petit peu mieux. Et à contrario, très séduit par ce que fait Vincent Collet avec Boulogne, hein. Ils sont leaders de Betclic Elite. Là, ils sont solides 4e, hein, d'Eurocup. Donc, voilà, effectivement, c'est comme quoi, malgré les mauvaises langues, Vincent Collet, c'est quand même quelqu'un qui connaît son métier. Il arrive dans une équipe, on lui donne
de joueurs très, très corrects et il en fait quand même une équipe tout de suite compétitive. Donc, très bonne idée de l'avoir recruté, ne serait-ce que pour 2 ans, puisqu'on sait que c'est 2 ans ferme du côté de Boulogne. Donc, voilà. Alors, est-ce que Boulogne peut être un candidat pour la montée? Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais bon, on aura au moins une équipe française qui va défendre ses chances. Moi, je vois bien Valence quand même qui va au bout quand même en Eurocup. Ok. Bah écoutez les gars, si vous avez rien à ajouter, on va passer au débat. Alors, tu avais quelque chose à ajouter, Romain? Non, je suis de l'avis. Les métropolitains vont être plus que des poils à gratter sur cette fin de saison. Et en effet, je suis du même avis. Hein. Je trouve que Collet, malgré les mauvaises langues, j'en fais partie. Je le dis ouvertement avec l'équipe de France. J'avoue, je suis désolé. Je ferais mieux de me taire peut-être. Mais voilà, en tout cas, façon club, rien à dire. Super boulot sur ce qu'il est en train de faire avec cette équipe. Et si vous deviez avoir un vainqueur d'Eurocup cette année, vous miseriez sur qui? Moi, je me suis lancé, à vous. Moi, honnêtement, c'est compliqué. C'est sûr que Valence, je suis du même avec toi. Ça a l'air très fort, Ouais. pour pas dire au-dessus des autres sur ce qu'ils sont en train de montrer. Après, il y a un sorcier serbe d'un côté, un autre espagnol avec une équipe italienne de l'autre. On n'est pas à l'abri non plus que sur les matchs coup près, ça marche un peu mieux pour eux que pour Budućnost ou Badalone qui n'a pas forcément l'expérience de ces compétitions et de ces grands coachs. Compliqué de me lancer, allez, partisan. Alors après, Alors, ce ne sont que des matchs secs, hein, les playoffs d'Eurocup. C'est ça. Ce serait énorme parce que, en plus, vous me dites si je me trompe, mais les demi-finales d'Eurocup, c'est pas vraiment un Final Four, ça se joue à domicile de chaque équipe. Hein. Ça se joue sur celui qui a eu le meilleur pourcentage de victoires, si je ne me trompe pas. Parce que je me dis, c'est vrai que le Partizan à domicile, ça serait énorme. C'est les ambiances qu'on adore. Après, la Virtus Bologne, ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a du mal à le croire. Je demanderais que ça, hein, qu'ils aillent loin dans la compète, qu'ils nous surprennent. Hein. Maintenant, les clubs espagnols, j'hésite entre Valencia et Badalone. Valencia est dans quasiment toutes les catégories stats. Tu te dis, ils sont incroyables, ils sont énormes, quoi. Maintenant, Badalone, c'est costaud. Badalone, quand je vois le roster, quand je vois la façon de jouer et tout, ils étaient déjà, ils étaient déjà pas mal la saison précédente, mais là, je me dis, franchement, ouais, la Juventud Badalona, ils sont bien revenus quand même. Quand tu sais les soucis financiers que ils avaient connus il y a quelques saisons et de voir qu'ils sont revenus au premier plan comme ça, moi, j'aurais bien envie de dire, ouais, la Juventud Badalona, mais je peux me tromper. Hein. Oui. Donc, ouais, pourquoi pas une équipe comme le Partizan final ou Badalone, on verra bien. Et ben, ça marche. Ok, ben écoutez les gars, on va passer à notre débat. Alors le débat, on sait qu'en ce moment, il y a pas mal de tournois de mi-saison. Il y a eu notamment la compétition de la FIBA, la Coupe intercontinentale, qui s'est jouée au Caire, qui a été remportée par le club brésilien de Flamengo en finale contre Burgos. On a la Coppa Italia, qui se joue en ce moment à Pesaro. Donc ils appellent ça également le Final Eight, c'est en Italie. On n'a plus la Leaders Cup, malheureusement, à part en Pro B. Donc, notre Leaders Cup, ben, ce sera désormais plus d'actualité, apparemment. Mais il y a un tournoi qui fait énormément parler, et je voulais qu'on en débatte. C'est la Copa del Rey, la Coupe du Roi, qui se déroule chaque année en Espagne et qui est également appelée la Coupe ACB. Je voulais votre avis, voilà, est-ce que la Copa del Rey, c'est le modèle à suivre,
même si je pense que ça fait peu de doute. Et est-ce que c'est possible d'avoir le même modèle ailleurs en Europe et notamment en France? Je vais commencer par Romain. Je voulais ton avis là-dessus. Bah, euh, Moi, j'ai envie de dire que ça va dépendre des instances. Tu viens de le dire toi-même. Le Final 8, la Copa del Rey, la Leaders Cup Pro A, mais pas de tournoi de mi-saison en Pro A. C'est-à-dire que tout le monde autour de nous, on le fait. Et puis nous, un petit peu comme d'hab, un petit peu à la traîne, comme on sait faire, on arrête là. Sans trop de raison, ou une raison qui, selon moi, est plus ou moins bancale. On signe avec Disney, c'est sympa, on monte un chapiteau, des petites photos, des petites vidéos à droite à gauche dans le parc, histoire de faire monter la sauce et éventuellement d'essayer d'intéresser tout le monde. Et puis du jour au lendemain, plus de son, plus d'images. À la différence de l'Espagne, qui eux ont tout compris. Voilà, ils mettent les moyens dans tous les sens du terme, dans leur championnat, dans les retransmissions télé. Et puis forcément, après, derrière, c'est un feuilleton, Real, Barça, les autres aussi, hein, il ne faut pas les oublier, les anciennes équipes, Valence, Badalone, Malaga. Je veux dire, voilà, ça participe, toutes ces équipes anciennes font que du coup, ça fait un petit épisode au milieu de saison, histoire de jauger un petit peu tout le monde avant le grand final de fin de saison et justement les finales de chaque championnat. Oui, il faudrait qu'on copie, faudrait qu'on y arrive. Est-ce que c'est une volonté de la Ligue? Pas sûr, parce que si au final on dit oui pour la deuxième division, mais non pour la première, pourquoi ce serait que à Paris, chez Mickey, et pas à Marseille, Paris, Toulouse ou Brest? Enfin, je veux dire, voilà, c'est dommageable encore une fois et ça permettrait de feuilletonner un petit peu plus le championnat. On a réussi à faire des efforts en début de saison sur la retransmission. Heureusement qu'il y a l'équipe, heureusement que Beansport, on est enfin allé les voir pour leur dire on a besoin de vous, que ça continue et qu'on remette un petit quelque chose en milieu de saison, histoire de feuilletonner pas que ces deux équipes, mais l'Asvel et Monaco qui sont les deux locomotives, on va dire, du championnat. Et évidemment, je n'oublie pas Vincent Collet et son équipe. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux, plus intelligent de dire, écoutez, voilà, on fait quelque chose maintenant encore en milieu de saison. Ça permettrait d'avoir quelque chose sur la longueur. Mais bon, au final, non. Bon, on verra pour la suite. Et toi, Christophe, ton avis? Moi, je suis pour. Je pense que ça donne, ça rajoute un peu de médiatisation en milieu de saison. Ça permet de parler des meilleurs clubs français. Moi, j'aimais bien cette idée de la Leaders Cup. Alors, pas forcément en partenariat avec Disney. Enfin, j'ai rien contre, mais si faudrait qu'on m'explique qu'est-ce que ça peut apporter. Je pense que ça coûte plus que ce que ça rapporte. La fin de la Leaders Cup en France, c'est les raisons invoquées sont des raisons financières, hein, notamment à cause du Covid. Mais du coup, je ne comprendrais pas qu'il y ait pas que ça reprenne pas une fois la crise terminée. Moi, je suis partant pour cette coupe généralement qui est basée sur des quarts demi-finales avec les 8 meilleures équipes du championnat. Cette année serait la gueule en championnat de France, en Betclic Elite, puisque les équipes sont quand même se sont bien renforcées. On a des beaux joueurs en France, ça pourrait faire un beau spectacle. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une carotte. Il faudrait que le vainqueur obtienne, je ne sais pas, une qualification pour une coupe européenne. Alors c'est compliqué puisqu'il y a les deux coupes, les deux formats de coupe européenne, mais il faudrait quand même donner un enjeu autre que la coupe, quoi. Voilà.
mais je suis tout à fait pour. Les autres pays, notamment l'Espagne, arrivent à le mettre en place. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. J'imagine que, en Espagne, ce sont des équipes qui ont déjà pourtant des calendriers bien chargés. J'imagine que ce sont les équipes qui sont européennes, donc voilà, qui ont des matchs, en veux-tu en voilà, donc il y a pas de raison qu'on n'ait pas ça de notre côté. Mais encore une fois, je terminerai là-dessus, heu, ça serait bien que le gagnant de cette coupe de mi-saison, emporte quelque chose qui soit, voilà, qui donne de l'enjeu. Bah, écoutez les gars, moi je vais vous donner mon avis personnel. C'est vrai que ça nous fend un peu le cœur à certains fans de voir que la Leaders Cup s'est arrêtée. Mais le souci, je dirais, c'est que même s'il y avait la Leaders Cup qui était devenue un événement incontournable, il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'empêcher de critiquer en disant bon, ok, ça se déroule à Disney, mais au final, on fait ça sous un chapiteau et sans être dans la caricature. Mais c'est vrai que ça réunissait. Alors, il y avait quand même quoi je crois que c'était 5000 personnes sous l'installation, mais Chapiteau. sous ce chapiteau là. Donc, ok, c'est pas mal. Mais c'est pas du niveau de ce qui se fait en Espagne. Faut voir aussi ça. En Espagne, ils arrivent à remplir des salles de pratiquement 10 000 places. En plus de ça, il y a vraiment un engouement, un vrai intérêt pour le basket, qui est certes le deuxième sport après le football, mais je viens de voir des photos sur Internet. En ce moment, c'est à Grenade, la Coupe du Roi, en Espagne. Et ils ont des panneaux publicitaires le long des rues principales. Ils ont des fan zones. Ils ont des tournois, ils mettent des paniers partout. Ils organisent en plus de la Copa del Rey, la mini Copa Andesa. Donc là, c'est des petits jeunes de 15-16 ans, voire peut-être même moins. Et les gens se déplacent pour aller voir ça. Donc c'est énorme. Donc, ce qu'ils mettent en place autour de cet événement, c'est déjà considérable. En plus, j'ai regardé, chaque année, ça rapporte plus de 20 millions d'euros. Alors, on est loin des chiffres astronomiques des grandes compètes de foot. Mais je veux dire, ça rapporte de l'argent. Les publics le public se déplace en masse parce que il y a les supporters, les groupes de supporters des différentes équipes qui vont là-bas carrément voir le tournoi. Il y a même eu, j'ai vu sur Internet, ça paraît dingue, des fans de Vitoria qui ont été cette année à l'événement alors que l'équipe n'était pas qualifiée directement au tournoi. Donc ça paraît complètement dingue. Maintenant, je me dis, les Italiens, eux, de leur côté, continuent à faire une compétition un peu sur le même principe. Alors des fois, c'est pas souvent rempli dans les salles, c'est vrai. Surtout cette année, il doit y avoir une jauge par rapport à la crise sanitaire. Donc à Pesaro, les tribunes sont un peu clairsemées. On voit des tribunes un peu vides sur les côtés. Mais je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à un format justement où on prend soit une même ville et on essaye de faire ça dans une salle de 10 000, j'ai envie de dire, si ça fonctionne. Après, il faut mettre les moyens. Ça me semble une bonne idée ça, dans une ville Mais avec une grande salle. ben, pourquoi pas? Après, il faut réussir à attirer du monde. Il faut réussir à attirer du monde. On sait qu'à Paris, c'est pas évident pour le basket. Après, moi, je me suis posé la question, je me dis, il pourrait y avoir deux solutions. Qu'est-ce qui fait parler dans le basket français, ce qui fait parler au journal télévisé et dont tout le monde parle, c'est un événement. Vous voyez de quoi je parle? Euh, Ben, N- le All-Star Game. Le ah All-Star oui, Game français. Le All-Star Game français, ça passe au journal télévisé en France, ça fait parler. Donc, est-ce qu'on décalerait pas le All-Star Game français au mois de février? C'est une question que je pose, hein. Ça a lieu fin décembre, mais je me dis pourquoi pas. C'est un événement qui fait parler, c'est très bien organisé, c'est considéré comme un modèle dans le basket européen, faut le dire. Ou alors, il y a une deuxième solution, on réforme carrément la Coupe de France, qui, dans le basket français, et je le dis franchement, moi, je m'y intéresse pas. Pour beaucoup de gens, ça n'a aucun intérêt. Donc, on réforme la Coupe de France, on réduit ça à la limite. On peut, à la limite, faire participer des clubs de Pro B.
Et on fait ça au mois de février, mais avec un vrai format qui donne envie d'aller voir les matchs, qui donne envie de regarder, qui essaye d'attirer du public. Moi, c'est mon idée. Je sais pas, c'est mon idée personnelle. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, il faut voir si ça va fonctionner. T'en Je me penses pose, quoi, Christophe? juste une question, je me posais la question en Espagne, est-ce qu'il existe l'équivalent de la Coupe de France? Parce que Ben, nous, on a Coupe de France, elle existe, donc il y avait Coupe de France Leader Cup plus le championnat. Est-ce qu'en Espagne, ils ont autre chose que la Copa del Rey? si Ça, tu veux, je crois que c'est la Copa del Rey, en fait, la Coupe d'Espagne. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas d'autres. Je pense pas qu'ils ont d'autres modèles, parce que tu regardes le Final Eight en Italie, bah, c'est la Copa Italia. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, je parle d'une réforme de la Coupe de France. T'en penses quoi, Romain? Réforme, sûrement, parce que de toute façon, de manière générale, je pense qu'il faut réformer depuis bien longtemps notre championnat. Je pense qu'on est à la bourre sur plein de choses. Les droits télé l'été dernier en est la preuve. Après, il faut une volonté et il faut mettre les moyens aussi. Parce que faire pour faire comme les autres, je suis pas sûr que ça va nous faire avancer. Je suis d'accord. Mais En juste, revanche, vas-y. excuse-moi de te couper, mais regarde l'All-Star Game. L'All-Star Game français, tout le monde dit, ah, il n'y a pas d'équivalent en Europe. C'est vrai, c'est vrai. On arrive à faire un All-Star Game avec des moyens incroyables en invitant des mascottes. C'est un vrai show. C'est un vrai show. Je me dis que les Espagnols pourraient peut-être le faire, hein. Bon, ils ont la Copa ACB, ils ont enfin la Copa del Rey. Mais je me dis, quand même, on arrive à faire des trucs. C'est que voilà, on a une volonté pourtant sur ne serait-ce un événement, pardon, sur une soirée, sur un match qui dure longtemps avec des animations, avec des joueurs, avec du show, avec du son, de la lumière, mais on n'est pas capable à côté d'utiliser ça pour en faire un feuilleton sur la continuité. Il faut une volonté de tout ça. On peut avoir plus ou moins les moyens, mais si on n'a pas envie, on ne fait pas, on arrête pour une raison X ou Y, Covid, raison financière, ça s'entend, pas de problème. Mais voilà, pourquoi pas le mettre dans des villes qui ont du basket ou qui en ont pas, pour faire découvrir aux gens. Sur un week-end, je parle pour chez moi, pourquoi pas venir en Pays de la Loire. En Pays de la Loire, il y a quand même quelques clubs de basket accessoirement, d'autres sports aussi, avec des infrastructures qui feraient qu'on pourrait accueillir sur une semaine, sur un week-end, toutes ces équipes sans trop de problèmes. Mais si on n'a pas envie, si on n'a pas la volonté, si on veut juste dire on va mettre quelques matchs prime time à la télé et puis ça va s'arrêter là, on va pas avoir une continuité de suivi de championnat et du coup il n'y a qu'à voir en Espagne comment ça se passe. C'est Copa del Rey, c'est tous les matchs et puis après c'est tous les matchs de championnat qui sont tous diffusés et on sait de la première journée à la dernière, on a le suivi des équipes avec cette Copa del Rey au milieu. Faudrait qu'on fasse pareil, il faudrait qu'il y ait une volonté de tout le monde. Je suis pas sûr à l'heure actuelle qu'il y ait vraiment une volonté de tout le monde de vouloir bouger tout ça. Après, c'est intéressant que tu parles du fait de pourquoi pas aller dans différentes villes, s'organiser pour pouvoir. C'est tout bête hein, pour moi qui suis, comme on dit, de province. Pourquoi tout centraliser à Paris? C'est entre guillemets, c'est un peu comme tous les matchs de l'équipe de France de football. Pourquoi tout faire au Stade de France? Pourquoi pas aller à droite à gauche? Pour le basket, c'est pareil. On fait un tirage au sort. Cette année, c'est Nantes. Demain, c'est Metz. Après-demain, c'est Lille. Le surlendemain, c'est Marseille. C'est Toulouse. Enfin, je veux dire, voilà, on peut trouver des endroits. On sait faire en plus des salles amovibles ou en tout cas des salles éphémères ou des salles en plein air. Je veux dire, on sait délocaliser, on est compétent sur la chose. Et donc, on pourrait utiliser tout ça et mettre le paquet. On peut avoir les télés qui peuvent jouer le jeu sans trop être gourmand, je suis d'accord, d'un côté comme de l'autre, comme ça a été le cas il y a quelques années pour certains droits télé.
Mais je pense que si chacun met du sien, on pourrait arriver sur ce genre de modèle sans trop de problèmes pour moi, je pense. Bah, je trouve ça super intéressant que tu en parles parce que la Coupe du Roi, justement, en espace, ce qui est énorme, c'est quand tu vois les fans de toutes ces différentes équipes qui se déplacent pour aller voir vraiment cet événement. C'est vraiment une fête là-bas, quoi. Tu vois, c'est vraiment vu comme un spectacle. Et je dirais, il y avait un peu de ça à la Leaders Cup. Tu avais des fois des petits groupes de supporters de clubs comme ça pouvait être Limoges, ça pouvait être Cholet, ça pouvait être Le Mans, des différentes équipes du championnat de France qui se déplaçaient. Mais je trouve on mettait peut-être pas assez ça en avant. On mettait peut-être pas assez ça en avant. Et je me dis, si tu arriverais à faire ça et à remplir en plus une salle de 10 000 places en intéressant les gens au basket, un peu comme ce qu'il fait pour le All-Star Game, là vraiment ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Mais vraiment, réellement. Et moi, je suis partant pour le faire dans une salle estampillée basket. Tout d'abord, d'essayer de le faire dans des villes dont on sait qu'il y aura un public de passionnés pour le basket. Je sais pas, moi, Limoges, Pau, Ouais. voilà, on prend, voilà. On sait qu'on aura des spectateurs, on aura des gens qui connaîtront le basket et qui viendront voir, et peut-être leur équipe sera même qualifiée pour cette coupe. Bon, après, on ne sait pas si ça ne va pas reprendre la Leaders Cup. On sait que ça a été annulé en 2022 pour des raisons économiques, mais Vu comment c'est parti, j'ai du mal à croire que ça va revenir, mais ou alors sous un autre format. Mais si financièrement c'était déficitaire, effectivement, mais ça existait quand même depuis pas mal de temps, notamment même le chapiteau Euro Disney. Je pense que ça faisait quand même pas mal d'années que ça existait, donc j'ai du mal à croire que ça soit pas pas rentable. Donc on va voir ce qui va se passer. mais j'ai noté un autre truc aussi, les gars. C'est par rapport justement aux autres pays qui ont des coupes, qui peuvent avoir des coupes nationales au mois de février, à peu près à la même période. C'est vrai que tout ce qui est, par exemple, Grèce, Turquie, Lituanie ou les pays de l'ex-Yougoslavie, ils ont leur coupe. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à la Coupe du Roi, euh, ça fait peut-être parler au sein du pays. En Lituanie, je sais qu'il y a la Mindaugas Cup, ça s'appelle comme ça. Mais au final, ça ne fait pas autant parler en dehors des frontières. C'est ça que je trouve dingue avec la Copa del Rey, c'est que c'est une compétition vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que le championnat d'Espagne est considéré comme le meilleur en Europe? Ça joue peut-être aussi, mais ça fait parler vraiment en dehors des frontières. Vous voyez? C'est ça Ouais. qui est dingue. C'est dû quand même, je pense, au fait que le basket est beaucoup plus apprécié en Espagne que chez nous, par exemple, hein, je Oui, pense. oui. Et Ça puis fait, que, comme on le disait tout à l'heure, il y a pas d'autre compétition que cette Copa del Rey. Ça fait peu de doute, mais regardez, encore une fois, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, le All-Star Game français, ça fait quand même un peu parler ailleurs en Europe, hein. Moi, j'ai lu des articles où ils mettaient ça en avant quand même. Alors après, c'est pas. Alors, c'est un peu la provocation, mais c'est pas du basket. Ah oui, C'est ouais. du Oui, c'est vrai merchandising, c'est du aussi. spectacle. Euh, C'est plus calqué un peu sur la NBA, j'avoue. ouais, Un ouais. peu, quoi. Ouais, oui. Pour y être allé, c'est sympa, mais on sait qu'on vient pas voir du basket. Nous qui sommes connaisseurs de basket, c'est pas, voilà, c'est autre chose. Ok, Romain, t'avais rien Basketball à parlant. ajouter par rapport à ça? Non, basketball parlant, c'est sûr que le Star Game, ça n'a rien à voir quand vous voir du jeu et surtout le show qu'il y a autour. Mais au moins, il y a une communication et il y a quelque chose qui en jette plein les yeux. Le, le petit gamin qui a 10 ans, qui va à son premier All-Star Game, il ressort de la salle, il dit merci papa, merci maman ou merci les copains de m'avoir emmené. C'était génial parce qu'il en a pris plein la vue. Euh, je pense que sur un feuilleton avec des matchs, avec des choses, et il y a certains clubs de Jeep Elite qui font en sorte que ce soit plutôt animé avant les matchs, après, pendant la mi-temps, et qui essaient de faire le maximum pour garder les gens en tribune. Je pense que ce serait bien de faire aussi la même chose
sur une semaine. Je pense qu'on est compétent et on peut faire. Je pense que c'est vraiment, ça dépendra de la volonté de chacun. Je ne parle même pas d'une salle de 10 000 places sur une semaine ou sur quelques jours pour la Leaders Cup, mais juste remplir de manière permanente une salle de 5 6 000, 7 000 places, voire un peu moins de 5 000 places, ce sera déjà gagné en termes de paris. Parce que c'est un feuilleton, parce qu'on voit plein de joueurs, parce que ça fait venir les familles, et voilà, et que tous les soirs, on sait qu'à 18h, il y a tel match, et à 21h, il y en a un autre pendant une semaine. Je pense qu'on pourrait faire, on saurait faire. Après, il faut réussir à voir comment est-ce qu'on fabrique tout ça avec des fan zones autour, avec des communications dans la presse, à la télé. Voilà, ça dépendra de la volonté de chacun, hein, pour communiquer sur certains sports, certaines affiches dans d'autres sports. Bah, des fois, c'est un mois avant, c'est une semaine avant, c'est 2 semaines avant, où on fait un matraquage avec plein d'articles sur ces choses-là. Ben, pourquoi pas le faire aussi sur le basket. Ok, c'est du basket, mais je pense qu'on peut. Voilà, nos équipes de France féminines et masculines prouvent qu'il y a aussi un intéressement par rapport à leurs résultats, mais par rapport à tout le monde. On a des gens qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux et grâce à ça, je pense que ça peut être un vecteur d'aller vers le haut et de pouvoir dire voilà, on bouge les choses, on fait bouger les choses, pardon. Il n'y a pas que les Américains. Nous aussi, on peut faire aussi, je pense. Notre Coupe de France, c'est quand même d'un certain niveau, hein. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec la Coupe de France? Parce que là, j'ai les quarts de finale devant les yeux, ça promet d'être sympa, quoi. Monaco, Ouais, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Boulogne, le Valois, Portes-Fos-sur-Mer et Lyon-Villeurbanne, Gravelines. On a les meilleures équipes du championnat quasiment qui sont là, quoi. je suis d'accord. Voilà, Je suis d'accord, mais la Leaders Cup et la semaine des As avant, la semaine des As, c'était pas mal d'ailleurs, hein. Ah, C'était déjà pas mal, hein. Il y avait un engouement et tout, ils avaient créé un truc. Ça il me faisait semble, beaucoup il me plus. semble qu'il y avait un ticket à une époque, la semaine des As, il y avait un ticket pour une coupe européenne, il me semble, hein. Ouais, je crois, ouais. ouais, Donc, tu vois, il y avait quelque chose aussi, ouais. déjà, ça suscitait, c'est peut-être ça aussi qui suscitait un peu plus d'intérêt, mais il y avait plus, ça faisait beaucoup plus parler que la Coupe de France, tu vois. La Coupe de France, c'est un truc un peu à part, tu vois. Maintenant, ce que je trouve intéressant, alors là, ça concerne la FIBA. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, les gars, c'est la Coupe intercontinentale. Vous en pensez quoi? Là, pour le coup, j'ai pas trop suivi. Et toi, Romain? Ouais, pas pareil. C'est la compétition qui s'est tenue au Caire, hein, c'est ça? C'est ça, c'est Non. ça. Ouais, alors après, je suis pas sûr qu'on ait les moyens, en tout cas, de pouvoir délocaliser notre championnat, Ouais. ou en tout cas Non. certaines équipes ailleurs par Après, rapport à là, d'autres. oui, c'est un autre contexte. Mais je vous demandais, je vous posais la question, et tu vois, c'est bien que Christophe m'ait dit qu'il n'avait pas tellement suivi. Je pense que le problème de ce genre de compétition, où le retour à un format demi-finale me plaît. Ils ont même parlé, la FIBA a même évoqué un possible format quart de finale. L'idée de faire affronter des équipes championnes de différents pays, de différents continents, me plaît, avec ce retour à un format vraiment comme une vraie compète, comme un vrai tournoi. Par contre, je trouve que en plein mois de février, avec justement tous ces tournois de mi-saison, avec les fenêtres de qualification à la Coupe du Monde cette année, je trouve que c'est pas du tout la date auquel il faudrait mettre cette coupe Non, intercontinentale, tu vois. Ça, moi, pour par moi, contre, tu vas-y, disais, pardon. Non, vas-y, je te laisse terminer, pardon. non, je disais, à la limite, ça, tu le décales à la fin du mois de février, parce qu'à l'époque, ça s'appelait, il y avait une époque où c'était un peu sur le même principe, ça s'appelait tournoi de Noël, et et c'est là où je parlais du All-Star Game français. À la limite, des événements comme le All-Star Game français ou la Coupe de France, tu essayes d'en faire des vrais événements et de les mettre au mois de février, quoi.
Mais on est d'accord que ça ne dépend pas des mêmes instances. C'est vrai que là, on parle de la FIBA. Et je ne comprends pas pourquoi la FIBA, justement, c'est là où je suis pas trop, je vois pas trop là où ils veulent en venir. Ils mettent ça au même moment que les tournois des différentes ligues et que les tournois de qualification aux grandes compètes. Alors que c'est eux-mêmes qui organisent ça, les tournois de qualif. Donc, c'est ce que je comprends pas, c'est trop surchargé pour le calendrier, quoi. Romain? Je suis un peu du même avis. Cette tambouille de la FIBA, je la comprends pas trop. Ce que je comprends un peu moins, pardon, hein, j'aime beaucoup la ville du Caire, mais pourquoi le Caire? Alors, je vais te dire, Euh, j'ai trouvé. j'ai pas compris. Alors, soit tu me donnes une explication en dehors d'un éventuel gros chèque de mis sur la table pour faire venir tout le monde, mais ça pourrait être pareil. On pourrait délocaliser sur des pays de basket ou des villes de basket mondiales parce qu'il y en a plein partout, en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe. Mais je ne comprends pas le concept de tout ça, quoi. Est-ce que c'est pour une rentrée d'argent ou c'est parce qu'il y avait vraiment une idée derrière? Hein, écoute, en fait, il y avait un club égyptien qui s'appelle le Zamalek, donc qui a gagné la Basketball Africa League. Alors, je ne sais pas si c'est situé exactement au Caire, j'avoue. Mais ils ont voulu faire ça, je pense, au Caire parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est une grande ville, il y a le côté Hmm. touristique et tout. Ouais, Mais je j'avoue que comprends un peu mieux là, du coup. côté organisation cette année, malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre autour, ça reste quand même une grosse organisation. Mais les tribunes étaient, il y avait des sièges vides. Il y avait un petit groupe de supporters de l'équipe justement du club égyptien de Zamalek qui mettait l'ambiance. Mais je veux dire, il y avait des Hmm. sièges vides. Et puis, moi, ce qui m'a déçu, c'était aussi la diffusion via Internet. Alors, ils avaient quand même des diffuseurs, hein. Ils avaient différentes chaînes à travers le monde, notamment une chaîne égyptienne. Ils avaient ESPN en Amérique latine qui diffusait le match, NBA TV également sur le continent américain. Ils avaient les pays baltes qui passaient le match, la TVE, la télévision espagnole. Donc, tu vois, ils ont quand même des contrats à l'étranger. Ouais. Euh, et en même temps, ils passent aussi les matchs sur Internet. Mais là où j'ai été déçu, c'est que ils passaient le match sur YouTube. Les horaires, c'était pas les bonnes. Au final, les matchs n'ont même pas été diffusés sur la plateforme. Ils passent ça sur Twitch. Là où j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu horreur de ça. Ils mettent un mec genre influenceur. Au final, le gars bouffe la moitié de l'écran et puis il parle de trucs qui n'ont rien à voir avec le basket. Donc tu vois, c'est là où la FIBA devrait quand même recentrer un peu les choses et faire qu'il y a un vrai engouement autour des compétitions. Les années précédentes, là où je trouvais que c'était bien, ils faisaient ça, par exemple à Tenerife, tu vois. Hmm. Tenerife, en plus l'équipe était qualifiée pour la compète. C'est vraiment, déjà c'est en Espagne, alors c'est sur les îles, mais ils s'intéressaient vraiment au basket, la salle était pleine. Donc tu vois, je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent vraiment à des bases comme ça, quoi. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'on appelle coupe intercontinentale une confrontation entre guillemets, la meilleure équipe européenne et la meilleure équipe d'Amérique du Sud. Euh, Ça aurait de la gueule de faire un tournoi un peu plus large en prenant la meilleure équipe d'Asie, la meilleure équipe d'Afrique. Hmm. Et Alors ça, pourquoi Hmm. pas une équipe, le champion NBA, enfin voilà, quelque chose de. Là, je pense que pour le coup, question médiatisation, on- on irait beaucoup plus loin. Je me souviens à une époque de l'Open McDonald's là qui faisait se rencontrer j'adorais. la meilleure, le champion NBA et Hmm. le vainqueur de l'Euroleague, je crois, ou en tout cas les meilleures équipes. Enfin, ça avait de la gueule, hein. Ouais, bah tu vois, ça j'adore. Mais cette année, alors justement, cette année, le format, c'était encore des demi. Tu avais donc le champion de la Basketball Africa League, le club égyptien de Zamalek. Tu avais Burgos, le club espagnol, qui avait gagné la BCL. Et tu avais Flamengo, qui est le club brésilien, qui avait gagné la BCL Américas, je crois, parce que la BCL a sa version sud-américaine. Mhm. Et tu avais le Lakeland Magic, qui est un club de G-League,
D'accord. Et c'est vrai que ça me plairait de voir le champion NBA et tout, mais je pense que ça va être compliqué avec les Américains laisseront jamais le champion NBA disputer ce genre de compète. Et c'est là, tu vois, ouais, je regrette les Open McDonald's, des trucs comme ça. Mais tu vois, le souci, c'est qu'en dernier, quand ils faisaient justement des tournois de pré-saison comme le NBA Europe Live Games ou les NBA, le NBA World Tour, je crois que ça s'appelait comme ça, les Global Games, voilà, ça s'appelait comme ça, t'as l'impression que les équipes NBA jouaient plus tellement le jeu, quoi. Et c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que je me souviens, le NBA, je crois que c'était le NBA Europe Live Tour au moment-là, quand les Sixers jouaient face au Barça, ou les Lakers face au Barça, il y avait même une tournée, c'est-à-dire que les Lakers venaient en Europe et le Barça allait à Los Angeles, t'avais des vrais matchs. T'avais l'impression que les mecs jouaient, mais pas pour rigoler, quoi. Moi, je me souviens des confrontations entre Kobe Bryant et Pete Michael, à l'époque, qui était joueur au Barça. C'était énorme, quoi. Il y avait une vraie rivalité, t'avais l'impression. Romain, tu t'avais connu ces formats-là? Malheureusement, non. Ah, ok. À l'époque, alors Open McDonald's, ça me parle un petit peu, parce que je commençais à suivre un petit peu plus et je commençais le basket de manière loisir. Mais non, après, j'avais pas forcément suivi tout ça, non. Après, je pense que le problème maintenant, c'est que la NBA, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas encore plus d'argent qu'avant, c'est ça qui font que par rapport à certains contrats, chez les joueurs stars notamment, ils sont réticents à jouer ce genre de match en se disant ouais, s'il y a une blessure, ça sert à rien et tout. Mais c'est vrai que moi je regrette, comme dit Christophe, c'est cette époque où tu voyais des équipes NBA qui allaient jouer contre des fois même des sélections nationales, hein. L'Open McDonald's, il jouait contre l'Union soviétique, voire tu voyais les Celtics contre l'équipe de Yougoslavie, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs, ça serait des trucs énormes, hein. Je suis pas, Tu vois, moi, je serais pas contre. je suis pas Voir sûr la qu'à sélection. l'époque ça. Ouais, je suis pas sûr qu'à l'époque ça coûtait aussi cher en termes Ben d'assurance. voilà, ouais. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Déjà qu'on galère de temps en temps à avoir certains joueurs pour nos équipes nationales quand ils sont à NBA. Donc non, je pense que ça risque d'être très compliqué pour certains Ouais. joueurs. Ça, c'est une certitude. C'est sûr qu'il y aurait une histoire de gros sous derrière, mais je pense que même la NBA peut s'y retrouver en termes de merchandising et de médiatisation du basket en Ouais. Europe. Et c'est vrai que d'un point de vue sportif, on aimerait bien voir une confrontation chaque année entre le vainqueur NBA et le vainqueur de l'Euroleague. Et je pense que contrairement à la fin des années 90, le résultat ne serait pas forcément assuré, quoi. Ben, tu vois, je le dis franchement, il vient d'en parler. Je pense que c'est pas le même contexte, c'est pas la même époque. Il y a plus d'argent NBA, mais ça aurait de la gueule, hein, Ah franchement. ouais. L'équipe d'Espagne, tu prenais l'équipe d'Espagne qui a joué contre le Team USA là, tu les mettais face à des équipes NBA et tout. Mais j'aurais adoré, moi. J'aurais adoré. Maintenant, le souci, je le dis franchement, c'est par exemple quand je vois le All-Star Game NBA, pour moi, il y a des années, c'est devenu une farce, quoi, le truc. Bien sûr. C'est plus adapté à l'époque. Déjà qu'en temps normal, on peut avoir le sentiment qu'il y a. Bon, on va pas se faire des copains chez les fans de NBA. Moi, je regarde la NBA, mais c'est vrai que quand tu vois certaines franchises milieu bas de classement, ça défend pas, quoi. Ça défend pas, quoi. On est bien d'accord. Je vois le match de Tatum qui claque 50 points contre Washington, les mecs en face défendent pas. Alors quand tu vois que l'All-Star Game, les mecs ils en ont plus rien à battre, ils font que des dunks, ils défendent carrément plus. Avant c'était un show où il y avait un intérêt, il y avait comment dire, il y avait quelque chose qui faisait que ça restait compétitif un peu, quoi. Aujourd'hui ça c'est fini, ils essayent un peu de changer le format, tu peux choisir les mecs qui vont dans ton équipe et tout, mais moi, tu vois, c'est là où j'aimerais vraiment des confrontations entre équipes NBA et ou sélection nationale, mais ça risque pas d'arriver de sitôt maintenant. All-Star Games, ce qui est plus intéressant finalement, c'est le choix des joueurs. La team LeBron, la team Kevin Durant. Ben, Finalement, après, c'était tout l'intérêt était là, quoi. Le drama entre les deux, quoi. le, Plutôt le, que le, machin. le-
l'All-Star Game français de cette année, il était pas mal, les gars. Hein. Il était pas mal. Oui, paraît-il, oui. Il y avait peut-être moins de show que d'habitude, mais il y avait un enjeu. Après, voilà, c'est tout le problème. Comment tu fais du show en même temps en ayant un intérêt sportif c'est ce qui me dérange un peu dans les All-Star Games. C'est vrai qu'on en a parlé. Mais les tournois de mi-saison, je pense que, franchement, les confrontations entre équipes de différentes compétitions, des clubs français, espagnols, un peu sur le format de la Coupe intercontinentale, mais en Europe, franchement, ça pourrait le faire. Moi, ça me plairait bien. Surtout avec l'essor du basket en Asie, par Ah exemple. ouais, On voit que les équipes sont de plus en plus compétitives. Enfin, ça serait intéressant. ouais, à suivre. Bah, de toute façon, la FIBA avait parlé pour la Coupe intercontinentale d'un format quart de finale avec les champions des différents pays. Ça a été un peu mis de côté à cause de la crise sanitaire, mais on verra bien dans les années à venir. Hein. Bah, écoutez, les gars, on arrive à la fin de ce podcast. On espère que ça plaira à nos nombreux auditeurs. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, à plus! Avec plaisir, au revoir.